Ça n'est jamais tombé et je pense que ça ne tombera jamais. Si y a deux questions, n'hésitez pas. Hein. Donc ça, ce que je dis, c'est que ça, c'est pour le calcul de l'indice. Maintenant, la deuxième chose qu'on vous demande de faire dans le théorème des résidus, c'est de calculer le résidu. Alors, le résidu, pour le dire simplement, dans le CF, c'est toujours des fonctions rationnelles. Donc, des fonctions rationnelles, pour le rappel, c'est une fonction qui a z. Je vais mettre pour vous. Alors, attendez. Je sais pas hyper net. Bon, ça va pouvoir faire bien mieux que ça. Bon, je le dis alors. Fonction z, c'est une fonction fractionnaire avec un polynôme en z sur un polynôme en z. Et c'est souvent sur ça qu'on va devoir calculer les résidus, pour le dire franchement. Là, le seul moyen de déterminer les points où la fonction est non holomorphe et de se demander quel vaut le résidu dans ces points holomorphes, c'est de factoriser le dénominateur Q comme produit de nombres z moins la racine du polynôme, admettons z1 jusqu'à z, enfin zi, admettons qu'il y en a n. Là, ce que j'ai écrit, si vous n'arrivez pas à lire, c'est un polynôme au numérateur divisé par le produit des polynômes de degré 1, où les zi sont tels que q pris en zi, ça vaut 0. Autrement dit, si j'enlève le formalisme mathématique, je cherche tous les points pour lesquels le dénominateur vaut 0. Et en fait, un résidu, c'est le nombre complexe tel que le dénominateur vaut 0. Et c'est en ça, en fait, que ça apporte de la quantité à l'intégrale, parce que ça fait diverger l'évaluation de la fonction. Ça vaut plus ou moins l'infini. Et donc, la méthode, quand on est là, c'est que si on divise, j'essaie de l'écrire de manière... je mets des gros guillemets parce que ce n'est pas des formules de maths, c'est juste pour vous, pour les CF. Si on divise par z, par exemple, moins 3, le point où c'est non holomorphe, c'est en 3. Et la manière d'évaluer les résidus, c'est de multiplier par z-3, puis d'évaluer pour z égale 3. Donc, je fais un exemple extrêmement simple. Par exemple, là, pour 1 sur z-3, le résidu vaut 1. Parce que le résidu, je multiplie par le dénominateur qui vaut 0. Donc, ça devient 1. Alors, bon là, j'ai fait un exemple. Admettons que... Enfin, ça vaut 1, mais c'est assez facile de terminer. Admettons que là, je calcule 1 sur z-3 fois z-4. Le résidu de cette quantité, première étape, je multiplie par z-3, donc ça fait 1 sur z-4, et j'évalue ça pour z égale 3. Donc j'évalue ça pour le point de non-holomorphie. Ça donne 1 sur 3 moins 4, donc moins 1. Et ça marche si vous mettez le nombre imaginaire. Si là, c'est pas 3, mais c'est 3i, je multiplie par 1 moins z moins 3i, et j'évalue en 3i. Donc ça deviendra donc 1 sur 3i moins 4. Ça, c'est une manière hyper simple de calculer les résidus. Et c'est comme ça qu'on va vous demander de le faire au moment du CF. J'anticipe déjà le problème. Si le dénominateur n'a pas une racine simple, une racine double, c'est-à-dire si on a 1 sur z-3 au carré, z-4, une manière de calculer les résidus, c'est de dire je dérive cela, je multiplie par z-3 et je remplace pour z égale 3. Et ça, il faut savoir le faire au moment du CF. Ça vous sera demandé, il y aura des points là-dessus. Ou alors l'autre manière, c'est de le décomposer ça comme somme de fractions en éléments simples, pour ceux à qui ça rappelle des choses, et d'évaluer individuellement chacun des résidus, puisque en éléments simples, on va se ramener à quelque chose d'ordre 1. J'ai été clair sur les deux manières de faire. Donc si je récapitule, au moment du CF, calculer le théorème des résidus, je trouve tous les points où la fonction est non holomorphe par le fait que le dénominateur vaut 0. Si je fais ça pour tous les points, je me demande si je passe dans le sens horaire ou le sens trigonométrique, plus 1, moins 1.
Et pour chaque point d'holomorphie, je multiplie par le facteur polynomial qui fait que ça vaut 0, et j'évalue au point où c'était non holomorphe. En gros, ce que j'ai écrit ici. Alors quand c'est double, alors voilà, la formule exacte, elle est dans le poly. Je l'ai oublié, ça fait un an que j'ai plus fait ça. Alors, attendez, je vous retrouve la formule. Une manière de faire, c'est de dériver et d'évaluer au point. Et l'autre manière de faire, c'est de le décomposer en éléments simples. Et dans la décomposition en éléments simples, se ramener au cas où le dénominateur est une racine simple. Voilà, alors pour ceux qui doutent de ce que je raconte, dans votre poly, si c'est le même que notre année, là, donc c'est à la page 43. Bon, je ne sais pas si les pages sont exactement les mêmes. Le résidu de f, attends, je vais essayer de vous montrer ça. Le résidu de f en a, c'est la limite quand je mets le produit de l'annulation du dénominateur et que je l'évalue en z. Donc ce qui était fait là, c'est que tu l'évalues. Et alors bon, là, ce qui se passe, c'est que le dénominateur dérivé, c'est exactement le fait d'évaluer pour z égale 1. Donc ça, c'est un cas simple. Et dans le cas des indices doubles ou triples, ça vient plus loin dans le poly, il me semble. Alors, ceux qui trouvent la page, un peu vite que moi. Bon, si je ne l'ai pas dans le poly, je l'ai forcément dans mes notes. Attendez, on retrouve la page. Voilà, alors moi ce que j'avais marqué l'année dernière, c'était ça. Le résidu de la fonction, c'est la limite. Mais la limite, quand z égale a de ça, vu que ça devient défini, ça revient à l'évaluation en a. Et maintenant, si on a une racine de multiplicité plus grande que 1, c'est ça. Donc, je multiplie. Alors, première manière de faire, c'est de le dériver et d'ajouter le factoriel qu'il ne faut pas se planter. Ou la deuxième manière, c'était de le décomposer en éléments simples et de faire le retour à la technique 1. Alors, normalement le résidu d'ordre n, il vous est aussi donné. Et au cas où, bah, voilà la manière de faire. Donc, pour vous donner un exemple, le problème, il était là. Avec un z de cube, donc là, il y a une racine en 0 d'ordre 3, qui fait que c'est non homotope, et en moins 2i. Et alors, je crois que là, le moins 2i, il était d'indice nul, donc on ne le considérait pas, parce que résidu fois 1, ça devient 0, et on se demandait quel était le résidu de 0 de multiplicité 3. Et donc, on mettait le factoriel, on dérivait deux fois en multipliant par z au cube, et on obtenait ça. Mais la démarche, enfin, après les calculs, libre à vous de les faire et de s'entraîner dessus, mais la démarche, c'est toujours la même. Ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il y a deux manières d'y arriver. Si c'est pas l'une, c'est l'autre, et après, il faut juste s'entraîner sur les calculs. Ça va chez tout le monde? Sinon, on arrive au second point important de l'intégrale dans C. C'est que, alors, il y a des exercices où on peut vous demander au CF de calculer l'intégrale qu'on vous cite explicitement. Le deuxième scénario, c'est quand on vous demande de calculer une intégrale, par exemple, dans R, et
on plonge ce calcul intégral que l'on ne sait pas résoudre dans C, et là, il nous faut déterminer un chemin sur lequel on fait l'intégrale curviligne dans C. Donc, on va peut-être un peu plus simplement. Exercice, un premier type d'exercice, on vous donne explicitement un chemin, une fonction, et c'est à vous de calculer l'intégrale. Deuxième scénario, on cherche à calculer une quantité, l'intégrale dans R, que l'on plonge dans C, et le fait de plonger dans C, on utilise le théorème des résidus sur un chemin que nous donnons, et ça va nous permettre, par soustraction, de retrouver l'intégrale dans R. Et là, donc, dans ce type d'exercice où il nous faut déterminer le chemin, le CF, d'une part, va vous aider, et si le CF est un peu brouillon, considérez qu'il y a toujours deux chemins possibles. Le premier chemin possible, c'est de faire une intégrale dans C sous forme d'un carré. C'est-à-dire, on dit que c'est une intégrale dans R, une intégrale imaginaire, une intégrale imaginaire et une intégrale dans R. Le deuxième scénario qu'on peut vous demander, c'est ce genre d'intégrale-là avec un arc de cercle. Et donc là, il faut voir deux choses. C'est que le fait de boucler le parcours d'une intégrale, on se demande tous les points non holomorphes de la fonction qui sont à l'intérieur, et on applique, dans ce cas-là, la démarche inverse. La démarche de ce que je viens d'expliquer avant. Je cherche tous les points, je calcule l'indice, je calcule le résidu, et de proche en proche, on arrive au résultat. Et souvent, alors ça aussi je vous le dis, c'est pas une vérité, mais au CF ça tombe très régulièrement, le côté, enfin le tronçon de l'arc de cercle est nul. C'est-à-dire qu'il nous faut souvent montrer que le tronçon est nul, et pour ça, il y a une manière de faire, c'est le lemme de Jordan. Là. Normalement, vous l'avez dû le voir, c'est un exercice, il me semble, je ne sais plus. Le lemme de Jordan, il dit quoi? Il dit que si on prend la fonction que l'on multiplie toujours par le polynôme qui z-a où a serait le point de non-homotopie, et qu'on cherche cette limite-là quand ça vaut 0 ou quand ça vaut plus l'infini, on trouve que l'intégrale sur le tronçon de l'arc de cercle vaut 0. Donc, si je récapitule, chercher à démontrer ça, ça revient à dire que l'apport du tronçon est nul. Et donc, si on avait fait une intégrale de ce style-là, ça revient à dire que l'apport de ce tronçon-là d'arc de cercle est nul, pourvu que les conditions du lemme de Jordan soient vérifiées. Et je vous le dis, sans être une vérité, au CF, c'est tout le temps le cas. Douk donne toujours des situations dans lesquelles, si on fait un arc de cercle, la contribution est toujours nulle. Ça simplifie le calcul, en fait. Donc ça, c'est la deuxième grande idée de cette partie-là. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Bien. Alors, le lemme de Jordan, il est là. On va même encore faire mieux. Je vais te l'expliquer même pourquoi on l'utilise. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Bon, c'est vrai que c'est flou. C'est un peu gênant. Donc, nous, on avait fait un TD l'année dernière. Peut-être que vous l'avez même déjà fait aussi. L'idée, c'est de calculer cette quantité-là. Cette quantité-là, juste pour rappel, si je lève le carré, ça devient une arctangente. Donc, on sait la calculer dans R. On n'a pas besoin de s'embêter à calculer ça dans C. On reste dans les réels. Mais le problème de ça, c'est qu'on ne trouve pas une primitive aisément. En fait, pour le dire simplement, ça en prépa, c'est la merde. Donc là, l'idée qu'on se dit, et si c'est au CF de Douk, c'est ça l'idée. Hein. Si vous voyez une intégrale dans R, dans une partie d'intégrale curviligne, dites-vous qu'il faut la plonger dans C. Hein. Donc l'idée, mais dans le contexte, elle est facile à voir, c'est de dire je la plonge dans C. Deux possibilités. Soit j'en fais un rectangle, et dans le TD, c'est ce qu'on avait voulu faire et ça n'avait pas marché. Et en fait, il est aussi bon de comprendre, pour celui qui voudrait faire les calculs, pourquoi le côté rectangle dans ce cas-là ne marche pas.
il ne marche pas parce qu'en fait, les 4 termes ont chacun un apport, ce qui fait, c'est ce que j'avais marqué là, que si on fait le théorème des résidus, on a 4 termes qui donnent le théorème des résidus, donc ça, on sait évaluer. Ces termes-là, celui-là, c'est celui qu'on cherchait, c'est l'intégrale dans R, mais ces 3 termes-là, on n'en sait strictement rien. Et donc, on n'est pas plus avancé. On a certes plongé l'équation dans C, mais encore faut-il évaluer ces 3 termes et on est bloqué. C'est ce que j'avais marqué, ça ne marche pas. Donc, pour caricaturer, quand c'est pas un rectangle, c'est un arc de cercle. Donc là, on vient de dire ça ne marche pas parce que je ne sais pas calculer l'apport des tronçons rectangulaires. Donc, si c'est pas un rectangle, c'est un demi-cercle. Donc, c'est un demi-cercle. Là, on dit quoi? On dit que l'intégrale curviligne, c'est le tronçon dans R et l'arc de cercle dans C. Et on se rend compte que quand R va tendre vers plus l'infini, on se ramène à l'intégrale de toute la droite des réels, ce qu'on cherche. Donc en fait, pour le dire simplement, on a ce qu'on cherche, plus la contribution de l'arc de cercle dans C, qui est égale au théorème des résidus. 2 fois l'indice, on trouve le terme. L'intégrale dans R, c'est ce qu'on cherche. Et donc, on veut le troisième terme, l'intégrale dans l'arc de cercle. Quand on fait ça, on se rend compte que il faut paramétriser la chose. Donc, pour paramétriser la chose, là, la fonction qu'on cherchait, c'était 1 sur 1 plus x carré, le tout au carré. Dire qu'un nombre est sur cet arc de cercle, c'est de dire qu'il a un module égal à R et un argument égal à θ. Admettons qu'on se situe ici. Ce point-là, il est caractérisé par une distance R du point 0 et un angle θ qui serait l'angle défini ici. Donc, on comprend qu'on fait un demi-tour. Donc, on passe de l'argument 0 à l'argument π, tout en étant toujours à une distance de R. Donc, le paramètre qu'on remplace dans X, c'est R, EI, θ. Et donc, X carré, quand c'est R, EI, θ, c'est bien R carré, E de I, θ. Et donc, on fait ça. Ça, on cherche à le majorer par une constante qui ne dépend pas de X et qui doit tendre vers 0. Pour ceux qui ont fait le théorème de convergence dominée, choses comme ça, c'est exactement la même chose. On prend cette quantité-là et on veut la majorer par une quantité qui tend vers 0 quand R tend vers plus l'infini. Eh bien, quand on fait ça, et là c'est le cas, on peut trouver un majorant qui tend vers 0 quand R tend vers plus l'infini indépendamment de X. Et là, on valide cette propriété-là. Donc, dans les annales, en fait, je paramétrise la fonction en fonction de mon arc de cercle. Donc là, c'est R, E, I, θ. Et je majeure la valeur absolue de ce truc par un truc qui tend vers 0 quand R va plus l'infini. Alors là, il n'y a pas une astuce qui marche à tous les coups. C'est toujours la même chose. Soit on vous guide, soit c'est quelque chose de suffisamment simple, c'est-à-dire que là, EIθ, c'est plus petit en module que 1, I, c'est de module 1, et R. Donc en fait, là, la majoration, c'est juste de dire ça, I, EIθ, c'est de module 1, donc c'est plus petit que 1 en module. Et que EIθ, pour la même raison, ça aussi, c'est de module 1, donc on peut remplacer par 1. Donc quand on a ça, on vient de dire que l'apport de l'arc de cercle est nul. Donc autrement dit, l'intégrale dans R que l'on cherchait initialement, c'est 2 fois le résidu fois l'indice. Ça marche? Et je le répète, je te répète. Si vous ne trouvez pas ça au moment du CF, c'est que vous vous plantez sûrement. Parce que le CF est construit d'une telle manière pour que vous arrivez à trouver que l'apport de l'arc de cercle est nul. Ce que je dis n'est pas mathématique. Hein. Dans le monde des maths, il n'y a aucune raison que l'apport de l'arc de cercle soit toujours nul. Mais pour le CF et dans le temps imparti qui vous est donné, on fait en sorte que ce soit nul. Ok. Vraiment, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Enfin, on peut prendre le micro ou quoi que ce soit, je suis là pour vous aider. Hein. Parce que sinon, si vous maîtrisez l'idée que c'est soit un rectangle, soit un arc de cercle, poser ma trajectoire, c'est paramétriser mon inconnu, R, EIθ, EIθ fois R
avec R qui varie. Il y a deux manières de paramétriser. Soit on paramétrise à module constant et c'est l'argument qui bouge, ça veut dire tourner. Soit on se fixe un θ et dans ce cas-là, c'est le rayon qui bouge. Deux manières de paramétriser ça. On cherche un majorant indépendamment de x qui tend vers 0 quand R tend vers plus l'infini. Il doit exister vu la construction du CF. Ceci permet de dire par le lemme de Jordan que la contribution de l'arc de cercle est nulle. Et dans quel cas, on est ramené à 2 fois l'indice fois le résidu. L'indice plus 1 dans le sens trigonométrique, moins 1 dans le sens horaire. Et le résidu, je multiplie par le polynôme de degré 1 qui racine, enfin, qui vaut 0 en fait, au point de monomorphie du dénominateur, et j'évalue en ce même point. Et si c'est d'ordre 2, c'est 1 sur p moins 1 factoriel, dérivée PIM de z moins la variable puissance p fois la fonction. Enfin, j'ai peut-être une connerie, mais c'est ça de mémoire. Ouais, c'est ça. Et je vous le dis, si vous respectez étape par étape cette chose, que vous ne vous plantez pas trop dans les calculs et que vous rédigez ça de manière à montrer que vous ayez compris ça, vous avez 6 points sur le CF. Donc, mon meilleur conseil, c'est d'avoir la démarche en tête et quand la démarche est faite, après, vous vous lancez dans les calculs. Mais je trouve, hein, c'est ce que je vais vous, enfin, c'est ce que je vais vous faire, ce que je vais vous apporter, c'est que quand la démarche est claire, on sait où on va et quand on sait où on va, on arrive en général à le faire. Là, pour donner juste un exemple, on fait la VCFSTD, l'intégrale de 1 sur x puissance n, là, ce qu'on fait, c'est que le rectangle ne marche pas pour la même manière, donc on cherche à paramétriser ça par rapport à un cercle. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend un arc de cercle ici, qui prend qu'une seule racine énième de l'unité et qui fait un aller-retour. Donc en fait, le chemin parcouru, c'est l'intégrale dans R que l'on cherche, l'arc de cercle plus le retour ici. Là, on va vouloir trouver le lemme de Jordan pour que cet apport ici soit nul et que ça, c'est ce qu'on cherche. Donc on a ce qu'on cherche plus un truc dont on va démontrer que ça vaut 0, plus un terme qui est proportionnel à l'intégrale dans R, qui est égal à 2 fois le résidu. Donc, pour l'écrire simplement, c'est ça. C'est ce que je cherche, plus un truc qui vaut 0, plus quelque chose qui est proportionnel à l'intégrale dans R, égale 2 fois le résidu fois l'indice. Et on résout les choses, on isole I, et on trouve que c'est ça. Le résultat, il importe peu, les calculs sont par la main, mais la démarche, elle est là. Je veux faire ça, je me dis, je vais prendre un arc de cercle parce que c'est pas le rectangle, je vais me prouver que ça vaut 0, c'est ce que je cherche, ça c'est un multiple de ce que je cherche. Et petit détail aussi, donc on avait dit avant que la paramétrisation selon l'arc de cercle, c'est R, I, θ et c'est θ qui bouge. Là, dans la paramétrisation de cet arc de cercle-là, là, c'est θ qui est constant, c'est R qui bouge. Donc c'est l'intégrale de R à 0 de R, E, I, θ, dr. C'est ce qui est marqué là, je pense. Ouais, c'est ça. Donc si je résume, quand on tourne, c'est θ qui varie, et donc c'est R, E, I, θ, dθ. Quand on fait un arc de cercle, donc quand on est à angle constant et que c'est la rayon qui bouge, on est à R, E, I, θ, dr. Et il n'y aura jamais le CF vous amènera jamais sur un moyen de retourner, enfin de boucler avec un angle qui bouge tout en ayant un rayon un rayon qui, enfin, on ne peut pas tourner et diminuer en rayon. C'est-à-dire qu'une trajectoire, par exemple, comme ça, là, où on bouge θ et on bouge à la fois comment on dessine ça ouais, quelque chose où on est loin, on tourne et on arrive plus près et on se ramènerait comme ça. Donc, on est là, on tourne et on diminue le rayon. Ouais, une sorte de spirale comme ça, ouais, exactement. Ça n'arrivera pas. Ça existe mathématiquement, hein, je ne dis pas le contraire, mais le CF sera construit pour pas que vous ayez à faire ça. Parce que là, ça voudrait dire que c'est R, E, I, θ, dr, dθ, et c'est l'intégrale double. Juste pour vous faire sentir que c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. Là, on peut faire ça, mais intégrale double. En plus, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on puisse dire que l'intégrale double, c'est le produit des intégrales uniques.
Donc, bref, beaucoup plus compliqué, vous n'aurez pas faire ça. Vous avez soit je tourne, soit je me rapproche du centre, en ligne droite. Mais pas de spirale, quoi. OK. Donc, en gros, deuxième partie vraiment importante qui ramène 6-7 points et que si vous la faites proprement, vous validez. Hein. Parce qu'entre la translation des points, parce que ça aussi, on vous a dit que vous n'êtes pas noté sur 20. Hein. Donc, si vous faites 7 points bien faits, vous avez 10, voire 11. Donc, la partie je calcule les indices, les résidus, je me donne une trajectoire et tout ça, vous faites ça carré, vous avez validé le module. Hein. Alors, ceux qui aiment les maths et qui veulent continuer, bah, on ne s'arrête pas là, mais ceux qui veulent valider pour ne pas aller en CF2 parce qu'ils veulent faire autre chose, aller au foyer ou faire d'autres matières, bah, vous vous arrêtez là, vous avez déjà vos 10 points. Quoi. Donc maintenant, j'en viens à la dernière partie, si vous n'avez pas d'autres questions. Donc, la dernière partie, et c'est ça qui est important, c'est transformée de Fourier et série de Fourier. Donc, c'est là encore des calculs dans C. Et tous les résultats d'ailleurs de série de Fourier se démontrent à partir de théorème des résidus. Mais ce qu'il faut voir, c'est savoir calculer une série de Fourier d'un côté, et deuxièmement, savoir calculer les transformés de Fourier. Donc, si on résume les transformés de Fourier, les séries de Fourier, pardon, c'est ça. Donc, c'est une somme sur les cosinus et les sinus, avec des coefficients AN et BN, et si c'est AN et CBN, on les obtient par calcul de l'intégrale. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour que vous ayez une image de cette formule-là, parce que bon, la formule est là, il faut l'appliquer, voilà, c'est fini. Mais encore faut-il voir ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire, c'est quoi? C'est que, en fait, cosinus et sinus sont des fonctions orthogonales. Enfin, c'est des fonctions qui forment des angles droits dans la base des fonctions périodiques. Et donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est que toute fonction f, c'est écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de base. Et si vous avez ça en tête, c'est-à-dire si vous voyez une base de dimension infinie, hein, parce qu'il y a une infinité de vecteurs de base, mais ce sont des vecteurs de base, et ben, ce qu'il faut pour déterminer une fonction, c'est juste les coefficients de proportionnalité des vecteurs de base. Et comment on obtient ces vecteurs de base? On les obtient par produit scalaire. Donc AN, cette formule-là, c'est juste le produit scalaire de f et du vecteur de base. Autrement dit, c'est le projeté de la fonction sur le vecteur de base. Alors, je suis peut-être un peu technique, mais ça peut aider certains d'entre vous de comprendre ça. En fait, cette formule-là, ça n'est ni plus ni moins que de dire que un vecteur comme ça, dans la base xy, bah, c'est le projeter comme ça, plus comme ça, avec un rapport, avec une somme de 1. Donc, f, c'est ce vecteur-là fois un coefficient, plus ce vecteur-là fois un coefficient. Et comment j'obtiens ce vecteur-là et ce vecteur-là? Je les obtiens par produit scalaire. Je projette celui-là sur l'axe des x, je projette cette fonction f sur l'axe des y. C'est exactement ce que dit la série de Fourier. Le seul truc qui est un peu différent de ce que je fais là, c'est que là, c'est de dimension 2, là, c'est de dimension infinie. Et sinon, c'est pareil. Voilà. Et donc, quand vous voyez ça, vous comprenez qu'une fonction paire n'a que des cosinus et n'a pas de sinus, parce que sinus est une fonction impaire. Et si une fonction est impaire, pareil, elle n'a pas de cosinus. Donc, en fait, ça, c'est très utile. C'est que savoir la parité de la fonction vous donne déjà des coefficients AN ou BN nuls. C'est vraiment important. Autre chose qui est important, c'est que l'intégrale à calculer pour le produit scalaire, c'est sur une période. Et la période, on l'a choisie arbitrairement. C'est-à-dire que là, la période est de longueur de pi. On va de moins pi à pi, on va de 0 à 2pi, c'est comme vous voulez. Ça, c'est un truc assez important. Et troisième truc, c'est que souvent, pour calculer les coefficients, on fait une intégration par partie. Et c'est souvent, c'est ce qui risque d'arriver au CF. Donc, une intégration par partie. Bon, alors je sais que vous avez déjà dû faire ça en proba, mais toute fin utile, il y a une manière extrêmement simple de faire une intégration par partie. Je vous la donne pour les curieux. Si je cherche à calculer x carré cosinus, et ben moi, c'est même manière, après vous faites ce que vous voulez.
c'est qu'on peut la faire à l'ordre n directement. Pour la faire à l'ordre n, on met une colonne où on va dériver, d'accord? Et une colonne où on va intégrer. Donc, je dérive la colonne, x carré 2x 2, j'intègre sinus moins cos, j'intègre à chaque fois. Je mets 1 plus, 1 moins, 1 plus, et l'évaluation de l'IPP, c'est ça évalué et ça intégré. Donc, si je le dis simplement, c'est l'évaluation x carré sinus. Donc là, moins, donc ça fait plus évaluation de 2x cosinus. Et là, il y a moins plus, donc ça fait moins l'intégrale de 2 cos. Voilà. Là, j'ai fait une IPP à l'ordre 2 de x carré cosinus. Bon, je fais un petit détour pour si ça intéresse certains de le faire directement, plutôt que de le faire avec les U, U', V, V' et toutes ces conneries. Que souvent on s'y perd et c'est pas forcément clair. Donc voilà. Donc je disais, pour calculer les coefs, souvent on fait une intégration par partie. Et quand on fait ça, on trouve les coefficients, là, les A. Et donc en fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que on a ça. On a une fonction qui est vraie pour les moyennes quadratiques entre f et la série de Fourier. Et la question, et c'est celle qu'on va vous demander au CF, c'est de se demander si c'est bien une égalité. Que le théorème dit que c'est vrai en moyenne, mais ce n'est pas forcément vrai pour tous les x. Et pour montrer que c'est vrai, il faut montrer ça. Donc ça, c'est le lemme de Dirichlet. Donc là, en fait, ce que ça te dit, c'est que la fonction, enfin, la série de Fourier d'une fonction, c'est 1/2 de la valeur à droite et de la valeur à gauche. Donc si la fonction est continue en f, c'est bon. Parce que ça fait 1/2 de f de x plus f de x, donc ça fait égal f de x. Et n'oubliez pas que ce n'est pas vrai dans tous les cas. Il faut une continuité de la fonction au point. Je dis ça parce que souvent ça vaut un point. Dire comme elle est continue, alors c'est égal à f de x. Voilà. Et alors sur les séries de Fourier, il y a encore un autre truc à voir, c'est l'égalité de Parseval. L'égalité de Parseval, elle dit quoi? Elle dit que quand on cherche à faire le carré, donc pour donner un sens aussi physique, une intégrale d'un carré, c'est toujours une énergie. En fait, là, ce que ça dit, cette égalité-là, en termes physiques, c'est que l'énergie est constante. C'est que la norme de la transformée de Fourier en énergie, c'est la même que la fonction. Et ça s'écrit comme ça. La transformée de Fourier du carré, c'est la somme des carrés. Mais il faut bien, enfin, l'interprétation, c'est ça. En gros, si je le fais avec des termes d'onde, il y a autant d'énergie dans l'onde que dans le spectre de l'onde. Ouais, c'est ça, Thomas. Alors, je crois qu'il y a d'autres conditions pour que ce soit vrai, sans avoir la continuité. Mais si c'est continu, oui. Je crois que tu as, si c'est dérivable presque partout et de dérivée continue, alors ça marche aussi, un truc comme ça. Enfin, je connais plus toutes les formules, mais enfin toutes les hypothèses. Mais une hypothèse qui suffit, c'est s'il y a continuité, alors c'est égal. Et généralement, là encore je dis que le CF est toujours construit d'une telle manière, généralement, c'est continu. Donc vous ne posez pas la question, mais il faut juste le dire. C'est-à-dire qu'il faut dire, j'ai remarqué que c'était continu, donc ça marche. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, après, il y a plusieurs calculs quand vous a fait travailler, soit c'est Fourier, voilà. Bon, les calculs, pareil, le meilleur moyen, c'est de prendre un stylo et une feuille blanche et d'y aller. Mais voilà. Ce que j'en viens, et ça, c'est les dernières choses encore à savoir, c'est les transformés de Fourier. Donc, un truc qu'il faut voir, c'est que première chose qu'il faut voir, c'est que la transformée de Fourier d'une fonction n'existe que si elle est intégrable. Donc, il nous faut, en tant que donnée, une fonction intégrale, donc une fonction qui appartient à L1. Ce qui se passe, c'est que si la transformée de Fourier appartient aussi à L1, alors la transformée de Fourier de la transformée de Fourier, c'est la fonction. Ça, c'est le premier théorème d'inversion. C'est si ma transformée de Fourier reste intégrable, et ben, je lui refais une fois, et ben, c'est la même fonction.
Deuxième hypothèse plus forte, enfin différente, c'est qu'elle est C2, F, F', de carré, enfin, intégrable. De la manière où elle est C1 presque pas, enfin, par morceau et L1. Mais là encore, dans ce qui vous concerne pour le CF, c'est surtout ça qui va tomber. Donc, ce qu'il faut juste dire, c'est l'intégrale sur R de F existe et l'intégrale sur R de transformée de Fourier de F de X existe. Et, enfin, donc, j'obtiens ça. Donc, je peux inverser la transformée de Fourier si elle est elle-même intégrable. Voilà. Après, alors, on a différentes propriétés sur la transformée de Fourier, ça peut toujours être utile. Alors, ce qui est utile, c'est ça aussi, c'est ce que j'explique avant, c'est que si ça n'est pas vérifié, la transformée de Fourier de la transformée de Fourier, c'est 1,5 fois f à gauche plus f à droite. Donc ça, si, ça peut tomber. Ça peut tomber, et ça peut tomber. Ça tombe presque pas. Donc, je disais par rapport aux propriétés. La propriété, c'est qu'il y a une symétrie. Il y a la translation devient une multiplication par une exponentielle. Et la multiplication par une exponentielle devient une translation. Comment on voit ça? C'est que, regardez, si je décale mon signal, une onde, admettons que j'ai une onde, je décale mon onde, ça revient juste à bouger la fréquence sur le spectre de fréquence. En gros, je lui mets du retard. Là, ce que je fais, c'est que je mets du retard dans mon onde, et donc je décale le spectre. Voilà, et la dernière chose qui est importante, enfin, qui peut être utile, c'est que dériver une transformée de Fourier, ça revient à multiplier par 2i nu. Pourquoi ça c'est important? Parce que ça, c'est ce qu'on faisait, enfin, c'est ce que les gens faisaient en physique, en prépa, quand on disait par exemple, je cherchais les solutions de la fonction harmonique de l'équation différentielle et f seconde, c'était 2i pi le tout au carré fois f. Bah, c'est exactement ce qu'on dit là. Ce qu'on dit, c'est que dériver une transformée de Fourier, ça revient à multiplier par quelque chose. Et nous, dans une équation différentielle, ça permet de faciliter les calculs. Bon, voilà. Bon, ça, c'est les petits détails, mais en gros, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Il est à savoir utiliser la définition de la transformée de Fourier pour calculer quelque chose. Donc, un exemple qui parlait de ça, il me semble. Voilà. L'exercice 38, il résume tout sur ce qu'il y a à savoir sur la transformée de Fourier. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'on cherche à faire un transformé de Fourier d'une porte. Alors, une porte, c'est une indicatrice de -1 à 1 ou de -1,5 à 1,5, enfin, c'est une indicatrice qui est à gauche et à droite du zéro. La transformée de Fourier d'une porte, c'est le sinus cardinal. Ça, c'est un truc à savoir parce que ça tombe tout le temps. Retenez bien, transformée de Fourier d'une porte, sinus cardinal. Et comment on le démontre? On le démontre par le fait qu'on fait la définition intégrale sur R de la fonction fois E, soit l'exponentielle moins 2i pi nu t dt. Quand on fait ça, on remplace l'indicatrice qui fait une somme finie, on remplace, on trouve que exponentielle moins exponentielle sur 2i, ça devient un sinus, et boum, on trouve ça. D'accord? Alors, il faut juste faire attention, si nu égale 0, enfin, là, quand on fait ça, on divise par nu, donc il y a un cas où nu égale 0 et nu est différent de 0. Mais voilà. Après, par contre, par continuité, on dit que c'est le sinus cardinal parce que quand nu égale 0, ça tend vers 1. Bon, qu'importe. Et ce que je dis, c'est que nous, on essaie de savoir la transformée de Fourier maintenant de ça. Et là, on dit quoi? On dit que c'est dans L1, c'est une fonction intégrable. Donc, on peut utiliser la transformée de Fourier. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne que la transformée de Fourier inverse de ce truc-là, c'est la porte. Autrement dit, la porte est envoyée par la transformée de Fourier sur une fonction intégrable. Donc, la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier d'une porte existe et c'est la porte. Donc après, l'exercice, il va plus loin, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'après, il y a la convolution. Donc, après, on dit, on veut calculer la transformée de Fourier de ça. Alors ça s'appelle un triangle, parce que c'est la forme d'un triangle, et ça s'écrit comme 1 moins la valeur absolue de x fois une indicatrice. Quand on a ça, première méthode, on applique la définition, on intègre les deux côtés avec valeur absolue de x plus petit que 0 et valeur absolue de x plus grand que 0.
On sépare les deux morceaux, ça nous fait de nouveau des exponentielles et ça nous fait un sinus cardinal carré. Voilà, méthode calculatoire, c'est fini. À bonne convoluée de deux portes, et bien alors on a directement le carré qui est là. Et ça, on va pas se prier pour le faire, on va le faire. Donc on dit quoi? On dit que la convoluée, enfin, ouais, la phrase va dire c'est ça. La transformée de Fourier intervertit le produit et le produit de convolution. C'est la phrase en français de la formule mathématique. La transformée de Fourier envoie le produit de convolution sur le produit et le produit sur le produit de convolution. C'est marqué là. F convolué G par la transformée de Fourier, ça devient F fois G. F fois G par la transformée de Fourier, ça devient F convolué à G. Et dans notre exercice, qu'est-ce qu'on fait? On dit que la porte convoluée par la porte, ça devient un triangle. Et donc le triangle, ça s'écrit comme convolué de deux portes. Tout est L1, donc tout est légitime. Et donc on dit que la transformée de Fourier du triangle, c'est sinus cardinal carré. Et ce que je dis là, c'est 2 points, voire 3 points CF. Le triangle étant comme convolué de deux portes, sinus cardinal carré étant intégrable, la transformée de Fourier du triangle, c'est la transformée de Fourier de la convolution de deux portes. Donc, c'est le produit des transformées de Fourier. Et le produit des transformées de Fourier, c'est sinus cardinal fois sinus cardinal, donc sinus cardinal carré. Vous marquez ça sur votre copie, vous avez 3 points. Les 3 points qui viennent se sommer aux 6 points à côté fait que vous validez sans aucun problème. Alors, je dis ça si c'est un CF normal et si vous avez des questions qui sont dans ce sens-là. Mais c'est un raisonnement typique du module et à savoir faire. Voilà, voilà. Et en gros, ça clôture plus ou moins ce qu'il faut savoir. Alors après, il y a quelques détails en plus. Le fait que le transfert de Fourier est une isométrie. Donc, une isométrie, c'est ce que je disais avant. C'est que ça conserve le produit scalaire et la norme. Donc, autrement dit, si la norme au carré, c'est l'énergie, en physique, ça revient à dire que l'énergie est constante entre son signal et sa transformée de Fourier. Autrement dit, le spectre de fréquence contient la même énergie que le signal. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'on crée de l'énergie en transformant un signal en une fréquence et une fréquence en un signal. Ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc en fait, ce que ça dit quoi? Ça dit ça. Là, j'utilise l'isométrie, c'est que la transformée de Fourier, cette quantité-là, c'est sinus cardinal scalaire sinus cardinal, donc c'est la norme 2 de transformée de Fourier. La transformée de Fourier étant une isométrie, c'est la même chose que la norme 2 de la fonction. Et donc, c'est la norme 2 de ça qui vaut 1. Ça, c'est un truc aussi qui est intéressant. Là, ce que je dis, c'est que cette quantité-là, je l'écris comme la norme de la transformée de Fourier d'une fonction dont je connais sa fonction, parce que ça, c'est une sinus cardinal, donc c'est une porte, la fonction. Porte, et la porte, on sait que c'est l'indicatrice de moins 1,5, donc ça donne ça. Voilà. Et après, pareil, si ça, c'est au cube, je l'écris comme le produit scalaire entre le puissance 2 et l'unité, c'est ce qui est marqué là. C'est une isométrie, donc ça conserve le produit scalaire. Donc le produit scalaire de f tilde, h tilde, c'est fh. Ça, c'est une porte, ça, c'est un triangle. Donc c'est la convoluée d'une porte, enfin c'est l'intégrale d'une porte fois le triangle. Et quand on remplace, quand on fait changement de variable, on trouve la valeur. Je ne sais pas si c'est clair, ces deux aspects-là. Ça peut tomber, ça peut valoir des points. C'est pas très compliqué si on a la méthode en tête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, je sais bien que tout le monde se cache derrière son ordinateur, mais c'est vraiment. Enfin, je pense que le plus important aussi, c'est que chacun participe pour voir ce qu'il en a compris, quoi. Et en gros, avec ça,
c'est les idées clés du module et avec ça, vraiment, vous faites ça proprement, vous ne loupez pas une hypothèse, les calculs vous faites au mieux, bah ça valide après. Je ne sais pas si certains ont fait l'anal de notre promo, mais en gros, notre promo, c'était quasiment que ça. Juste pour vous rassurer, parce que ça peut toujours rassurer des gens. Notre anal, c'était calculer une quantité. Un exercice, c'était par la transformée de Fourier, et l'autre, c'était par le théorème des résidus. Donc là, moi, j'avais commencé par l'exercice 3. L'exercice 3, c'était juste, je prends ma fonction, je la décompose avec la transformée de Fourier. Donc, je calcule d'abord sa transformée. Bon, c'est vrai que c'est fou. Enfin, au mieux. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je calcule la transformée de Fourier de la fonction. J'écris ça comme une double somme. Je calcule en faisant pas trop d'erreurs de calcul, en loupant bien chacun des domaines, et j'obtiens cette quantité-là qui vaut ça. Quand je fais ça, on dit que... voilà. Après, quand on arrive à là, on fait le produit de deux fonctions, et on obtient la quantité qui était voulue énoncer. Donc en fait, la question 1 et 2, c'était juste calculer et transformer Fourier d'une fonction. Donc vous faites les calculs, la définition, c'est OK. Après, la deuxième question, c'était de savoir l'évaluation en un point. Donc là, ce que j'ai dit, c'était quoi? J'avais dit que c'était intégrable et continu. Donc, cette quantité-là, c'est 1/2 de la fonction à droite et à gauche. Et vu que tout était continu, ça devenait la fonction en évaluation. Et donc, je disais que ça, je remplaçais par la valeur de la fonction et j'obtenais 0. Et donc, j'obtenais la quantité qui était voulue. On devait démontrer que ça valait cette quantité-là. Et il fallait faire et